Ici, la voix de l'Amérique. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Né en 1924 à 100 km à l'ouest de Harare, Robert Gabriel Mugabe avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie du Sud en avril 1980 au terme d'une guerre d'indépendance contre le régime raciste de Ian Smith. Le pays change de nom pour devenir Zimbabwe. Je le décrirai évidemment comme un révolutionnaire. Il a joué un rôle dans la lutte de libération et il a beaucoup fait pour renforcer le peuple noir, en particulier les Zimbabwéens. Après avoir passé 10 ans en prison, Robert Mugabe, père fondateur de la ZANU, Union nationale africaine du Zimbabwe, a servi quelques années dans la guérilla au Mozambique avant de délivrer son pays en 1980. Il portera alors tous les espoirs d'un pays de près de 10 millions d'habitants à l'époque, 95% de Noirs et quelques milliers de fermiers blancs. Son alliance avec Joshua Nkomo de la ZAPU donnera naissance à la ZANU-PF, l'actuel parti au pouvoir. Je pense que le président Mugabe était un leader. Depuis qu'il a été élu président du Zimbabwe, il a dirigé le pays d'une manière juste. Nous disons que son âme repose en paix. C'était un homme de parole, il avait accompli de bonnes choses, même si dans certains cas il a mal agi, comme le programme de réforme agraire qui n'était pas une bonne chose à mon avis. Accueilli en libérateur, sa politique de réconciliation au nord de l'unité du pays lui vaut des louanges générales, notamment dans les capitales étrangères. Mais rapidement, le euro passe du chouchou de l'Occident à celui de tyran qui a provoqué l'effondrement économique de son pays. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, 8 jours après le limogeage de Mnangagwa, c'est le coup de force. Le vieux Mugabe résiste quelques jours, mais plusieurs centaines de milliers de Zimbabwéens descendent dans la rue pour réclamer son départ, tandis que son propre parti, la ZANU-PF, le demet de ses fonctions de président et menace de le révoquer s'il refuse de se démettre. Le 21 novembre, Mugabe rédige sa lettre de démission. L'homme qui a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer de 1980 à 2017 avait une santé fragile et a fait de très rares apparitions publiques depuis sa démission. Assurer que ce programme est une vision de redressement de notre pays coulée en forme de déclaration de politique générale. Une fois approuvé par votre auguste Assemblée, ces orientations générales détaillées de redressement de notre pays qui concernent tous les secteurs seront traduites par votre gouvernement en un plan d'action pluriannuel comprenant un cadre de dépenses à moyen terme assorti des budgets qui seront au cours de chaque année élaborés et soumis à votre sanction. Ce budget vont présenter les actions à mener dans l'ensemble de vos circonscriptions, leur coût, leur chronogramme de réalisation, les sources de financement y afférentes ainsi que les indicateurs quantitatifs et vérifiables. Le procès a débuté ce matin avec un incident. Christian Penda Ekoka, l'un des accusés, a été victime d'un malaise. La salle est très exiguë et mal aérée. Nous suffoquons et nous pensons que c'est certainement que c'est tout cela qui a abouti au malaise, ayant provoqué une suspension d'audience. Monsieur Ekoka est hors de danger. Hormis lui, 87 personnes ont été conviées à la barre aujourd'hui. Le procès a attiré grand monde, mais l'accès a été très sélectif. Des journalistes et de nombreux militants du MRC n'ont pas pu pénétrer dans l'enceinte du tribunal. Nous sommes là depuis 8 heures. Ils nous ont fait croire que le procès était public. Et lorsqu'on en arrive, on nous dit que non, la salle est pleine. Cela frise un peu le tribunal colonial que nous avons connu à l'époque où le juge colon pouvait à lui seul prendre la responsabilité de condamner un indigène. Monsieur Kamto est arrivé à l'audience ce matin vers 10h temps universel sous bonne escorte. Il est accusé d'insurrection, d'hostilité contre la patrie.
Il a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle de 2018. Ses avocats ont souhaité que la prochaine audience se déroule dans une autre salle. Emmanuel Jultap pour VOA Afrique, Yaoundé. De la musique et des pas de danse purement africains. On se croirait à un festival sur le continent. Nous sommes pourtant à Tapachula, à la frontière sud du Mexique. Ces centaines de migrants mécontents ont demandé des visas de transit au Mexique pour entrer aux États-Unis, mais sont confrontés au refus des autorités mexicaines. L'autorité américaine ordonne au Mexique de créer des prisons dans d'autres pays. Je devrais décider si je veux rester ici ou non. Cette intention politique est ce que nous revendiquons, notre liberté. Nous voulons être libres. Le révérend Alejandro Solalinde dirige un refuge pour migrants dans l'état d'Oaxaca, dans le sud du Mexique. En visite au camp temporaire de Tapachula, il apporte sa part de propositions. Ce que je suis venu leur proposer, c'est 4 lieux, afin qu'ils soient accueillis par le travail, l'étude, les soins médicaux et bien sûr leur statut migratoire. Des options immédiatement rejetées par les manifestants. Ce que nous voulons, ce sont nos documents pour sortir du pays. Ce qu'ils nous proposent, nous n'en voulons pas, parce que c'est contre nos objectifs. Des objectifs compliqués à atteindre car le gouvernement américain a donné à son homologue mexicain un délai de 90 jours pour réduire le flux de migrants à travers son territoire. Sinon, Washington menace d'imposer à Mexico des droits de douane sur certains de ses produits. C'est vendredi, le week-end qui pointe du nez. C'est l'heure de Culture Hebdo en compagnie de Roger Munto. Bonsoir Roger. Bonsoir Salwa. Alors, on commence avec une chanteuse américaine. Alors, cela me semble incroyable parce qu'elle est au sommet de sa carrière. Nicki Minaj ne veut plus chanter. Qui aurait cru, Salwa? Malheureusement, oui, j'ai dit ça, Salwa, parce que je suis fan number one, je dirais, de Nicki. Nous l'avons lu sur son compte Twitter. La rappeuse américaine Nicki Minaj a surpris ses fans jeudi en annonçant qu'elle prenait sa retraite pour se concentrer sur sa vie familiale. La New-Yorkaise de 36 ans, connue pour son style provocateur et ses tubes comme Anaconda et la fiancée d'un responsable de l'industrie musicale américaine, Kenneth Petty. Ils doivent se marier dans les prochains mois, alors qu'ils avaient déjà eu une histoire pendant leur adolescence. Depuis 2010, elle a sorti 4 albums et collaboré fréquemment avec des grandes stars nord-américaines du rap comme Drake ou Lil Wayne. Son style haut en couleur, ses limitations et son évocation crue de la sexualité lui ont permis de conquérir les classements américains de vente de disques. C'est Cardi B qui va être contente. Ça c'est vrai, Alors on parle maintenant d'un livre qui fait polémique au Canada, La Servante écarlate. Exactement, oui, je dirais, oups, polémique, vraiment. Des exemplaires de la suite très attendue du roman La Servante écarlate de la romancière canadienne Margaret Atwood, intitulé « Les testaments ont été livrés trop tôt à des acheteurs en ligne », provoquant l'émoi de plusieurs librairies. L'éditeur Penguin Random House, maison mère de Nan Tales, qui publie les testaments, a indiqué dans un message posté mercredi sur Twitter qu'un très petit nombre de copies de l'ouvrage avaient été distribuées plus tôt du fait de l'erreur d'un distributeur qui a depuis été rectifié. Le livre décrit l'avènement d'un régime totalitaire qui a relégué de nombreuses femmes au rang d'esclaves sexuels utilisés pour procréer. On revient aux États-Unis et avec cet appel au boycott du concert du chanteur Morrissey. Oui, exactement. De quoi s'agit-il? Aïe, aïe, aïe. Ce groupe, un groupe de défense des droits des musulmans américains, a exhorté les fans du chanteur britannique Morrissey à boycotter jeudi son concert dans l'État du Maryland, Salwa, non loin de chez nous ici, en l'accusant de position raciste et haineuse. L'ancien chanteur des Smiths, longtemps considéré comme une icône de rock alternatif, est devenu de plus en plus clivant, accusé de racisme en raison de soutien à l'extrême droite britannique. En mai, Morrissey, 60 ans, s'est produit dans une émission américaine arborant un badge pour le parti d'extrême droite For Britain, fondé en 2017 par la militante anti-islam Anne-Marie Waters, un parti qui donne de l'espoir selon le chanteur. Le concert de Morrissey dans la ville de Columbia, dans le Maryland, et le lancement de sa tournée d'automne à travers les États-Unis avec le groupe de rock américain Interpol, Salwa.
Et on se quitte avec... ah oui, avec ta musique. Du 7e art ou... Mais on reste d'abord de la musique. En tout cas, on reste de la musique parce que là, tu vas adorer. Parce que la musique salon, on va découvrir la nouvelle rumba de l'artiste Fankodji Baloumé, ce jeune gomatracien qui fait parler de lui en produisant des sons pour Werason Koffi Olomide et son frère Inosbi. Il a aussi été sollicité récemment pour travailler et collaborer avec la star nigériane Davido. Suivons Patio. Bolingwe salisinga connaissance na bambanda yoma Papa Etienne Bishweka Nzoli nanga etangi ekombina université balatisinga toja. On y arrive du 7e art. Exactement. Je pars pas sans du cinéma. 7e art, c'est toujours très important. Bien sûr, c'est là où on parle de la Mostra de Venise, le plus ancien festival cinématographique du monde qui referme ses portes demain, samedi 7 septembre. Cette 76e édition a été celle des paradoxes affichant côte à côte les stars hollywoodiennes et les grands cinéastes du monde. Cette année, le manque de réalisatrices et d'inclusion de noms controversés ont surtout alimenté les conversations. En même temps, les organisateurs ont proposé une sélection de films inspirés par des événements historiques. Le point, c'est avec notre collègue Arzuma Compaoré. C'est le drame familial The Truth du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, mettant en scène Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ethan Hawke qui a inauguré le festival. À côté des strass et des paillettes, la 76e Mostra s'est déroulée dans une ambiance de contradiction et de polémique, mais aussi de belles découvertes. Du film sobre et minutieux sur l'affaire Dreyfus, J'accuse, de Roman Polanski au documentaire Collective du roumain Alexander Nano, la quête de vérité et de justice était omniprésente sur les écrans. A déclaré le nommé Dreyfus Alfred. Pour le réalisateur sud-africain Oliver Hermanus, son nouveau film sur les jeunes soldats pendant l'apartheid contribuera à ouvrir le dialogue autour de ce qu'il appelle la masculinité toxique et les droits des LGBT. Mais sur les 21 entrées en lice pour le Lion d'Or, les deux seules réalisatrices en compétition étaient Haïfa Al-Mansour avec The Perfect Candidate et Shannon Murphy avec Baby Teeth. Et l'assaut du géant du streaming Netflix s'est poursuivi cette année encore avec des films comme The Landromat de Steven Soderbergh sur le scandale des Panama Papers et dans lequel jouent Meryl Streep et Gary Oldman. Comme autre touche hollywoodienne à la compétition, Ad Astra de Brad Pitt dans lequel il incarne un astronaute chargé de retrouver son père. All life would be destroyed. Waiting for the Barbarians avec Johnny Depp, d'après le roman de J.M. Coetzee, ou encore Joker de Todd Phillips, dans lequel Joaquin Phoenix se maquille pour incarner la némésis de Batman. Une fois de plus, la Mostra de Venise aura su faire parler d'elle en remplissant sa mission, celle d'être un lieu où l'on trouve des films qui se posent cette étrange question, comment faire du cinéma pour mieux comprendre et raconter les événements de la vie. Merci Arzuma Compaoré pour ce beau reportage. Et comme chaque semaine, place à notre agenda culturel. Merci Roger. De rien, salut, bon week-end. Merci à toi aussi. Merci, super. Et bonjour à tous. Une liste de 17 noms pour remplacer Paul Put à la tête du Syli national. D'après le site guinéen Foot 224, une première liste de 5 noms avait été proposée par la direction technique nationale. Cette liste n'a pas reçu l'approbation du public et de certains dirigeants fédéraux. Le président de la FEGIFOOT a alors demandé à ce qu'une rallonge soit faite. Et sur les 87 candidatures reçues, la fédération a publié une liste de 17 entraîneurs. On y retrouve entre autres le Ghanéen Aknor Charles Kwablan, Kanfouri Lapé Bangoura de la Guinée, le Portugais Paulo Duarte, Florent Ibengue de la RDC, Kamel Diabour de l'Algérie, le Belge Georges Likens, l'Italien Claudio Raineri, l'Ivoirien François Zawi. Les interviews débuteront le 12 septembre. L'État guinéen a annoncé qu'elle ne mettrait pas plus de 30 000 € par mois pour payer le prochain sélectionneur du Syli national. En rugby, l'Afrique du Sud remet les pendules à l'heure à 2 semaines du mondial.
L'Afrique du Sud s'est largement imposée 41-7 face au Japon, hôte de la prochaine Coupe du Monde. En match amical, les Springboks se sont ainsi offert une revanche 4 ans après leur humiliante défaite face aux Japonais lors du Mondial 2015. Les Sud-Africains, double champions du monde en 1995 et 2007, livreront le premier gros choc de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande le 21 septembre. Ils affronteront également la Namibie, l'Italie et le Canada. Le Japon disputera le match d'ouverture le 20 septembre contre la Russie. Du basket, pour terminer, les 4 premiers tickets pour les quarts de finale du mondial ont trouvé preneur. La Serbie, l'Espagne, la Pologne et l'Argentine filent en quart donc dans le premier choc de cette seconde phase de groupe. Les Espagnols sont parvenus à maîtriser les Italiens 67-60. Ils affronteront dimanche la Serbie pour la première place du groupe. Un peu plus tôt, les Serbes n'ont fait qu'une bouchée, disons, de Porto Rico 90-47. Dans le groupe I, la Pologne et l'Argentine ont aussi assuré leur présence en quart grâce à leurs succès respectifs contre la Russie 79-74 et le Venezuela 87-67. Polonais et Argentins s'affronteront dimanche pour la première place du groupe. C'est tout pour les sports. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Le Tifa, cette plante en croissance permanente le long du fleuve Sénégal, à frontière avec la Mauritanie, envahit rapidement son entourage. Il était considéré comme un monstre aux effets dévastateurs. Il étouffe les terres et les systèmes d'irrigation, détruisant les cultures et repoussant les zones de pêche. Il doit être régulièrement coupé pour empêcher sa propagation qui ne recule devant aucun obstacle. Les gouvernements sénégalais et mauritaniens ont passé 30 ans à tenter en vain d'éradiquer sa croissance. Ce n'est qu'en 2011 que l'ONG internationale Groupe de recherche et d'échange technique GRET a trouvé une solution, transformer le Tifa en biocarburant. Ça, c'est le Tifa fini. On l'a déjà carbonisé et on a eu la matière qu'on voulait. C'est bien cru. Ça n'est pas devenu de cendre et il n'y a pas de perte. C'est ça qu'on voulait et on l'a eu. Une aubaine notamment pour les communautés locales. Beaucoup de bonheur. On fait tout avec ça, franchement. Le biocarburant Tifa dégage peu de fumée et brûle longtemps avec une valeur calorifique raisonnable selon ses inventeurs. Compte tenu de son énorme potentiel, le Tifa est passé du statut de calamité à celui de nouvel or vert. Une société élémentaire utilise par exemple le Tifa pour la fabrication d'isolateurs thermiques et acoustiques dans la construction. Elle mélange le Tifa séché avec des boulettes de riz et de l'argile pour construire des maisons. Le combo Tifa remplace le polystyrène utilisé dans le passé et est généralement associé à des briques pour assurer une isolation optimale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à nos partenaires en Afrique, B1, Canal 3, Radio-Télévision Mwangaza, pour n'en citer que quelques-uns. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.